Mon nom, c'est Dave Bergeron. J'habite à Rivière-du-Loup, sur le territoire ancestral de la communauté Wolastoqiyik-Wassy-Bégouk, qui est anciennement on disait la communauté malicite. C'est ça, fait que je trouve c'est important de le mentionner. Je vis sur leur territoire, qu'ils ont cédé il y a plusieurs années, mais de façon non respectueuse, on pourrait dire. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon projet de stage postdoctoral sous la supervision de Marie-Claude et de Maman Joyce Dogba, m'ont supervisé pour ce stage-là que j'ai réalisé au cours des 2 dernières années. Fait que c'est vraiment un projet où on s'est intéressé au développement des recherches participatives communautaires avec les communautés autochtones pour prévenir le diabète de type 2 auprès des écoliers et des élèves. On a fait une synthèse réaliste. C'est ça, fait que pourquoi justement s'intéresser à ce sujet-là? Mais vous savez que le problème du diabète de type 2 est un problème très prévalent, très important dans les communautés autochtones et les interventions préventives, mais sont vraiment la clé pour prévenir, le diabète de type 2 dans les communautés autochtones. Il y a vraiment aussi, beaucoup d'intérêt, plusieurs initiatives aussi pour transformer, la prévention et la gestion des maladies chroniques comme le diabète de type 2 dans les communautés autochtones. Et ce qui est important aussi, c'est que les interventions et services offerts à l'intérieur et à l'extérieur des communautés autochtones demeurent souvent inadaptés, puis on intègre peu les savoirs locaux, puis on se préoccupe peu des contextes, locaux. On s'entend que cette situation-là tend à changer actuellement, mais c'est quelque chose particulièrement les services, qui sont à l'extérieur des communautés, mais ça peut demeurer problématique. Aussi, une intervention qui est démontrée efficace au sein d'une population autochtone n'est pas nécessairement, transférable auprès d'une population autochtone. Puis il y a vraiment une nécessité de transformer, de revoir, le développement, la mise en œuvre des interventions pour tenir compte des savoirs locaux, puis vraiment s'assurer d'intégrer des aspects culturels historiques, qui ont façonné la réalité des communautés autochtones. Donc, comment on pourrait améliorer les interventions de prévention du diabète de type 2 dans les communautés autochtones? Mais d'abord, c'est nécessaire de mobiliser les acteurs autochtones dans le développement de nouvelles pratiques qui répondent à leurs besoins. Et pour ça, ben, il faut impliquer des acteurs de différents niveaux hiérarchiques qui doivent être impliqués dans le processus. Et les recherches participatives communautaires ou les Community-Based Partnership Research, CBPR, mais sont vraiment essentielles. Pourquoi? Mais ils permettent une transformation en profondeur plus globale des pratiques, des politiques, des communautés, des institutions. Puis c'est aussi considéré comme étant des meilleures pratiques pour travailler avec les communautés autochtones. Toutefois, mais ce qui est important, c'est que, les recherches participatives communautaires et leurs effets, ben, sont beaucoup, beaucoup influencés par les spécificités locales, culturelles et sociales où, ces partenariats de recherche-là sont mis en œuvre. En milieu autochtone, on a vraiment une meilleure idée des éléments contextuels qui favorisent le développement des partenariats de recherche. Ça fait ça a été davantage identifié et on connaît ça davantage. Mais c'est impossible de savoir si les éléments identifiés dans les écrits, mais s'appliquent aux réalités des communautés autochtones. En milieu autochtone aussi, les recherches participatives, mais elles sont utiles dans des contextes complexes, diversifiés, parfois conflictuels, aussi parfois en régions éloignées. Donc, on a un contexte qui est différent. Et c'est important à ce moment-là, ben, de recenser puis synthétiser les écrits qui ont porté sur le développement de ce type d'approche-là, en lien avec la prévention du diabète de type 2 auprès des écoliers et des élèves afin de connaître les meilleures pratiques puis pouvoir justement avoir une idée puis adapter, être capable de pouvoir, utiliser les résultats des recherches précédentes, pour, mieux prévoir, les futurs partenaires de recherche qui vont être mis en œuvre avec les communautés autochtones. Donc, dans le cadre de ce projet de recherche-là, on avait 2 questions de recherche. Donc, la première question de recherche, c'est vraiment on s'intéressait à comment se déploient les recherches participatives communautaires avec des acteurs des communautés autochtones pour développer des interventions préventives du diabète de type 2 auprès des écoliers et des élèves. Ensuite, la deuxième question de recherche, c'est quoi? Quels sont les éléments, de contexte et les mécanismes sous-jacents qui peuvent participatifs communautaires dans les communautés autochtones en matière de prévention du diabète de type 2 auprès des écoliers et des élèves. Donc, pour ce faire, ce qu'on a réalisé, c'est une synthèse réaliste ou encore souvent on va utiliser le terme revue réaliste. Les deux appellations sont possibles. Personnellement, je préfère davantage synthèse, puisqu'on a une synthèse réaliste, vraiment, c'est qu'on en fait une synthèse, comme on dit, et on essaie d'identifier justement
de comprendre comment fonctionne une intervention, un programme, alors qu'une revue, on est beaucoup plus dans une approche agrégative. Dans une synthèse, on est beaucoup plus dans une approche configurative. Donc, on essaie de comment fonctionne une intervention ou un programme. Et vraiment, une approche de synthèse réalisme, mais c'est orienté vers la théorie, ce qu'on appelle en anglais theory driven. Fait que vous allez voir justement le développement d'une théorie tout au cœur de cette approche-là. Et vraiment, ça permet de développer une synthèse réaliste, une théorie de programme ancrée dans les savoirs tacites autochtones, dans les savoirs des communautés. Et on a fait, au début de mon stage postdoctoral, on a fait des travaux théoriques pour valider justement la congruence de l'approche réaliste avec les ontologies autochtones. Et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs congruences possibles et que cette approche-là est une approche intéressante à utiliser euh, d- en santé dans les communautés autochtones. Et aussi des approches réalistes, mais c'est une approche qui est flexible, qui est holistique. Et comme justement les travaux qu'on a réalisés précédemment, qui est congruente avec plusieurs ontologies autochtones. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cette approche-là pour faire mon stage postdoctoral. Donc, juste avant d'aller plus loin, ce qui va être important, c'est juste de définir quelques termes. Je donne un cours Crash Course Réaliste 101. Fait que, première chose qu'on utilise dans les approches réalistes, on va utiliser souvent le terme théorie de programme. Une théorie de programme, c'est un outil conceptuel qui permet de catégorifier les éléments de contexte, les mécanismes, qui vont expliquer le processus de causalité des effets d'une intervention ou d'un programme. Fait que ça, c'est un premier élément, un premier outil qu'on va utiliser. Ensuite, un deuxième outil qu'on utilise dans les approches réalistes, c'est des chaînes contexte, mécanisme, effet, ou en anglais, on appelle CMO, Context Mechanism Outcome. C'est un outil conceptuel qui permet de relier des éléments de contexte, certains éléments de contexte, des mécanismes, des effets de nos interventions. Et on va utiliser cet outil-là, cette chaîne CMO-là, ou CME en français, pour raffiner notre théorie de programme. Ensuite, on va définir les trois concepts centraux des approches réalistes. Donc, on a les éléments de contexte. Donc, c'est des éléments préexistants à une intervention qui peuvent être présents à différents niveaux. Donc, un niveau personnel, interpersonnel, sociétal, historique. Donc, ça, c'est les éléments de contexte. Les mécanismes, c'est des processus sous-jacents présents ou encore là à différents niveaux, mais qui sont déclenchés dans un contexte particulier et qui nous permettent d'expliquer un ensemble d'effets. La particularité d'un mécanisme, c'est quelque chose qui souvent est caché, il est présent, mais il va être caché. Donc, ça va être difficile des fois d'identifier un mécanisme parce que c'est quelque chose justement de sous-jacent. Mais c'est quelque chose qui nous aide justement à mieux comprendre comment une intervention, un programme peut produire un effet. Et ensuite, un effet, mais là, c'est un résultat. Il peut être attendu ou non, il peut être positif ou négatif, il peut être issu de causes multiples et ça dépend des mécanismes et des éléments de contexte dans lesquels une intervention a été mise en œuvre. Donc, c'est vraiment un trio et c'est pour ça que la chaîne CME est quelque chose d'essentiel en approche d'évaluation réaliste parce que ça nous permet vraiment de mieux comprendre comment va fonctionner une intervention. Donc, quand on fait une évaluation ou une synthèse réaliste, et je vais faire juste une parenthèse parce qu'il y a deux principales approches en approche réaliste. Vous avez l'évaluation réaliste qui est plus on va faire une étude où on va évaluer une intervention à l'aide d'une approche réaliste. Et on a la synthèse ou la revue réaliste où c'est vraiment, on va utiliser des données secondaires pour essayer de comprendre comment fonctionne un certain type d'intervention. Dans le cadre présent, c'est une synthèse réaliste que nous avons réalisée. Donc, dans la synthèse réaliste, généralement, vous avez 5 étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment le développement d'une théorie de programme initiale. Deuxième étape, comme toute revue de littérature, on va identifier, sélectionner les études pertinentes. Ensuite, c'est à partir de la troisième étape, oui, ça peut sembler similaire à d'autres revues de littérature, d'autres recension des écrits possibles. On va extraire et analyser les données des études, mais à partir de là, vraiment, on va le regarder à partir d'une perspective réaliste. Et la quatrième étape, on va développer des chaînes contexte, mécanisme, effet ou des chaînes CME. Et à la fin, il va y avoir un processus où on va raffiner et valider la théorie de programme initial validée. Donc, c'est un processus justement en 5 étapes que nous avons réalisé dans le cadre de ce stage postdoctoral. Donc, si on regarde au niveau de l'étape 1 pour le développement de la théorie de programme initial, nous avons
D'abord, en fait, une recension des cadres de référence ou théories qui portaient sur le développement des recherches participatives communautaires. Donc, on a développé à partir de 4 cadres de référence ou de théorie sur les recherches participatives communautaires et un cadre de référence sur les interventions en promotion de la santé en milieu scolaire, une théorie de programme initial qu'on a structurée et on a fait un atelier de validation préliminaire avec un cercle de discussion de patients autochtones d'Action Diabète Canada où il y avait 7 participants. Et suite justement à cette validation préliminaire, on a modifié une théorie de programme initial qui nous a permis de débuter notre processus de synthèse réaliste. Donc, si on regarde ensuite, on a eu justement la deuxième étape, l'identification et sélection des études pertinentes. On a consulté 5 bases de données, soit CINAHL, EPA, PsycInfo, Medline, Scopus, Public Health Database. Aussi, ce qui est important, c'est que plus tard, vous allez voir pourquoi on a aussi décidé de faire une recherche manuelle. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi nous avons réalisé une recherche manuelle. Ensuite, on a développé notre stratégie de recherche en collaboration avec une bibliothécaire. On a inclus des articles depuis 1998 et on a fait une mise en jour en continu. On a intégré des articles en anglais, en français et en espagnol. Et aussi, on a fait une évaluation de la qualité des articles pour ce qu'on appelle, selon Dixon Woods, c'est exclure les fatally found papers. Donc, ce qu'on voulait, c'est s'assurer qu'on ait suffisamment d'informations dans les articles pour nous permettre d'identifier des éléments de contexte et des mécanismes. Donc, on évaluait la pertinence, on s'assurait que les buts objectifs soient clairs, ils nous permettent justement d'explorer les éléments qu'on voulait et on approfondissait vraiment la collecte, l'analyse et les données pour s'assurer d'avoir suffisamment d'informations pour nourrir et raffiner notre théorie de programme initial. Donc, si on regarde ensuite au niveau de l'identification et sélection des études, ben, on a eu 498 résultats. On a fait justement un retrait des doublons, le tri des titres et des résumés. Et après la lecture des articles, on est resté seulement avec 11 articles provenant de 5 partenariats différents, ce qui était peu. Et là, ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, c'est faire une recherche manuelle. Donc, contacter les auteurs des auteurs des articles des 5 partenariats, voir si on avait des articles supplémentaires. On a aussi été voir les sites Internet lorsqu'ils avaient un site Internet disponible de chacun des partenariats pour identifier d'autres articles supplémentaires. Avec le processus de recherche manuelle, on était capable d'identifier 27 articles supplémentaires, dont certains venaient de 2 partenariats supplémentaires. Et là, on a fait l'évaluation de la qualité des articles selon les critères de Dixon Wood et de Campbell. Et finalement, à la fin, on est resté avec un 25 articles provenant de 5 partenariats. Si on regarde maintenant pour le processus d'extraction et d'analyse de données, ben, c'est un processus qui est inspiré justement d'un processus d'analyse développé pour l'évaluation réaliste, des travaux que j'avais réalisés dans mes études de doctorat. Fait qu'on s'est inspiré de ce processus d'analyse-là. Fait qu'on a vraiment utilisé une approche d'analyse de contenu dirigée et on avait développé un arbre de code à partir de notre théorie de programme initiale qui avait été validée, comme j'ai dit précédemment, avec un cercle de patients autochtones. Ensuite, il y a eu un co-codage des articles dans NVivo 12. On a aussi une rédaction de mémo pour vraiment justifier nos choix méthodologiques, aussi expliciter notre processus analytique pour justifier l'émergence d'un nouveau code, puis aussi lorsqu'on identifiait des liens dans les données. Et tout ça, mais on a aussi rédigé des mémos dans le processus de raffinement de la théorie de programme initiale que vous allez voir tout à l'heure. Donc, si on regarde après ça, une fois qu'on a eu l'analyse, le codage, là, on a vraiment travaillé au co-développement des chaînes CME, donc à 2 personnes. Et ça, c'est un processus qui s'est fait en 2 étapes. Donc, ce qu'on a fait, la première étape, c'est vraiment, on a développé des chaînes CME pour chacune des recherches participatives communautaires. Bon, pour chacun des 5 programmes, on a identifié dans les articles les chaînes qui étaient présentes. Fait qu'on a fait ça. Par contre, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'on avait beaucoup de chaînes incomplètes. Donc, on avait des éléments de contexte, on avait des mécanismes, des fois, on avait des effets, mais on n'était pas capable de les relier ensemble. Fait que ça, c'est une problématique là, qu'on a rencontrée. Et dans une seconde étape, ce que nous avons réalisé, c'est développer des chaînes CME communes aux recherches participatives. Fait que là, on a passé d'une quinzaine de chaînes à 8 chaînes qu'on a fusionnées ensemble pour, pour le projet. Donc, après ça, justement, on a eu l'étape numéro 5, qui est vraiment la partie de raffinement et de validation de la théorie de programme initial. Donc, on a eu nos chaînes communes aux recherches participatives, qui est justement la fin de l'étape 4.
On a pris ces chaînes-là, on a comparé avec notre théorie de programme initial et à partir justement des chaînes qui étaient communes, ben, on a été capable de produire une théorie de programme raffinée. Là, il reste une étape à venir qui va avoir lieu le 28 mars prochain. Ça va être la validation de cette théorie de programme raffinée-là, lors d'un cercle de discussion avec des membres du Cercle de patients autochtones d'Action Diabète Canada. Et aussi pour le processus justement de comment on a constitué notre théorie de programme initiale, on s'est beaucoup inspiré des travaux de Groot à l'Université de la Saskatchewan, qui avaient fait, eux, des travaux sur, c'est en oncologie, mais avec des patients autochtones, comment eux vivent le- les soins en oncologie. Ça, avec des patients autochtones, mais eux avaient utilisé aussi une approche de synthèse réaliste. Fait que pour construire notre théorie de programme initiale, pour le processus de raffinement, tout ça, on s'est inspiré aussi de leur façon de procéder, donc ce qu'eux avaient fait là, préalablement. Et lorsqu'on va avoir terminé notre processus de validation avec le cercle de discussion, ben, on va avoir une théorie de programme qui va être raffinée, mais à ce moment-là aussi validée. Et là, on va pouvoir publier finalement nos résultats de recherche. Donc, si on regarde maintenant au niveau des résultats, donc ce qu'on a vraiment, c'est au niveau des caractéristiques des recherches participatives communautaires. Ben, on a les 5 partenariats ici. Fait que vous avez des partenariats au Canada et aux États-Unis. Fait qu'on va regarder brièvement ensemble, on va passer au travers. Fait que le premier partenariat qu'on a, c'est le partenariat AYMP, qui maintenant a changé un peu de nom, s'appelle IYMP, qui est un projet qui est débuté à Winnipeg. Et c'est ça, qui est initialement été débuté en milieu urbain. Fait qu'on a 5 articles associés justement à la recherche participative AYMP. Ensuite, on a un autre programme qui vient du Montana, qui est l'abréviation est beaucoup plus longue. Je vais l'appeler le DPP, OK? Northern Plains of Indian Youth, donc qui vient de 2 communautés rurales isolées au Montana. Fait qu'on a 2 articles en lien avec cette recherche participative communautaire. Ensuite, on a le Wallapai Diabetes Prevention Program, qui est aux États-Unis, en Arizona, une communauté rurale. On a seulement un article en lien avec ce partenariat-là. Et ensuite, on a le KSDPP, le Kahnawake School Diabetes Prevention Program, qui est au Canada, qui était initialement ben, à Kahnawake, qui est toujours à Kahnawake. On a 13 articles en lien avec cette recherche-là. Et finalement, on a le Sandy Lake Health and Diabetes Project au Canada et aussi qui est en communauté isolée et on a 3 articles. Ce qui est important aussi, la plupart des partenaires de recherche, c'est vraiment des acteurs de la communauté avec des chercheurs. On va impliquer des enfants d'une certaine façon, mais la plupart, c'est ça, c'est plus des adultes de la communauté, des acteurs adultes, tandis que le programme AYMP, on a vraiment une approche un peu différente. Initialement, c'est vraiment un partenariat qui a été développé avec des adolescents qui font du mentorat auprès d'enfants. Le programme AYMP a un petit peu changé en cours de route. Maintenant, c'est un programme qui est vraiment déployé dans plus de 50 communautés, qui est dans plusieurs provinces du Canada. Mais le développement, initialement, c'était vraiment un partenariat chercheur-adolescent, euh, alors que les autres sont un petit peu différents dans leur structure, dans leur forme. Mais maintenant, AYMP, on travaille toujours, on se rapproche davantage des autres types de partenaires de recherche. Aussi, juste mentionner, c'est que actuellement, ben, je suis impliqué avec l'équipe de KSDPP, fait que je pense que c'est important de le mentionner, et j'ai effectué un stage intéressant avec le professeur John McGavock pour connaître un peu ce qu'il faisait avec le programme AYMP. Je devais être plus longtemps, mais avec une certaine pandémie, je n'ai pas pu me déplacer autant longtemps que je voulais au Manitoba pour travailler avec l'équipe du docteur McGavock. Donc, si on regarde maintenant, je vais vous présenter, ça c'est le cœur du projet. On va mettre un peu plus de temps là-dessus. Donc, c'est les chaînes CME. Fait que c'est vraiment, et là, vous allez dire, waouh, c'est magnifique, il y a 8 chaînes, 2 avant, 2 au début, 2 pendant, 2 après. C'est un complet hasard. C'était pas prévu que j'arrive avec des chaînes réparties de façon équitable. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y avait des chaînes qui nous permettaient d'expliquer le développement des partenariats de recherche avant, pendant, puis après. Et vous allez voir en fonction aussi, parce vous avez remarqué que j'ai, pour certains partenaires, un seul article, pour d'autres, j'ai 13 articles.
Et le programme KISS-DPP est un programme qui existe depuis les années 90 et on a vraiment une littérature très, très abondante qui nous permet de voir vraiment le déploiement de cette recherche-là après plusieurs années. Ce que je n'ai pas pour pour la plupart des partenaires de recherche, les 4 autres, je ne peux pas avoir des chaînes CME pour plusieurs années après le début du partenaire de recherche avec la communauté. Fait qu'on va détailler justement chacune des chaînes avant, au début, pendant et après plusieurs années. Donc, si on regarde justement les chaînes CME avant les recherches participatives, on a 2 chaînes. Donc, la première chaîne, c'est ça, vous voyez ici à votre, gauche, vous avez les recherches participantes, vous allez avoir les éléments de contexte, les mécanismes et les effets. Donc, si on regarde au niveau de la première chaîne, c'est ça, on a 3 partenariats de recherche qui sont présents, fait que le DPP, KISS-DPP et Sandy Lake. Donc, ce qu'on s'aperçoit au niveau des éléments de contexte, on avait croyance que le diabète est inné chez les Autochtones dans la communauté, aussi un environnement qui était peu propice à une alimentation saine et à l'activité physique, et on avait une perte du mode de vie et des connaissances traditionnelles. Donc, le mécanisme qui était présent justement dans les articles, c'est un sentiment d'impuissance dans les communautés face au diabète de type 2. Et l'effet qu'on avait, c'est une diminution des comportements favorables à la prévention du diabète de type 2, principalement au niveau de la nutrition et des activités physiques. Si on regarde par contre à KSDPP, on avait, oui, cette chaîne-là qui était présente, mais on avait aussi une autre chaîne qui était présente. Donc oui, on a toujours la perte du mode de vie des connaissances traditionnelles, mais dans ce qui ressort dans les données au début du partenariat, il y a une forte tradition du prendre un soin et de penser aux générations futures, ce qu'on appelle le principe des 7 générations. Et chez certains acteurs de la communauté, vraiment un sentiment d'urgence d'agir. Et donc, ce qui a amené une mobilisation initiale communautaire pour penser à comment on pourrait prévenir le diabète de type 2 dans notre communauté. Donc ça, c'est vraiment les 2 chaînes qui étaient présentes avant les recherches participatives dans les écrits que nous avons recensés. Si on regarde maintenant au début des recherches participatives, donc on a encore là 2 chaînes. Donc une première chaîne que c'est dans le programme DPP et dans le KISS-DPP. On a dans ces communautés-là, il y avait des acteurs, des partenaires autochtones qui avaient eu des expériences négatives lors de recherches antérieures. Et on avait vraiment une méfiance en l'égard des chercheurs externes à la communauté, ce qui a amené une participation initiale sous-optimale des partenaires autochtones dans les débuts de la recherche participative. Si on regarde par contre au niveau de Sandy Lake et de Wallapai, on avait là, plutôt des expériences positives des partenaires autochtones lors de recherches antérieures. Et on avait aussi, de la part des chercheurs non autochtones, une sensibilité face à l'histoire et à la perspective des partenaires autochtones, ce qui a favorisé une implication, une mobilisation des membres de la communauté au début du partenariat de recherche. Donc, si on regarde maintenant pendant les recherches participatives. Donc, là, ici, on a une première chaîne qui est assez costaud. Vous allez voir, ça, c'est une chaîne assez importante. Fait qu'on a 3 partenaires de recherche. On a AYMP, DPP et Sandy Lake. Donc, on avait une prise de conscience croissante dans la communauté de l'importance de l'obésité et du diabète de type 2 au sein des communautés. Et on a un développement aussi, il y avait eu un développement lors des premières étapes de relations positives entre les partenaires autochtones et les chercheurs. Et aussi, on avait des besoins qui étaient identifiés par les partenaires autochtones préalablement. Donc, ce qu'on a comme mécanisme qui est en présence, donc chez les partenaires, chez les chercheurs non autochtones, on a une sensibilité à l'histoire et à la perspective des partenaires autochtones et on a un respect des partenaires autochtones par les chercheurs. Il y a vraiment un- qui est présent, qui est bien documenté dans les écrits. Donc, ce que ça a permis, c'est une valorisation et une utilisation des connaissances locales. Ça a favorisé une implication des membres de la communauté de différentes générations. Donc, on a eu des enfants, des adultes, on a eu des aînés qui se sont impliqués et on a un sentiment d'appropriation par les partenaires des communautés autochtones, mais ça, c'est seulement présent pour 2 des 3 programmes, soit YMP et Sandy Lake. Si on regarde au niveau des effets pendant, donc une augmentation de l'expertise locale pour la mise en œuvre des activités de prévention du diabète de type 2. Et on a eu aussi une augmentation des connaissances et des comportements favorables à la prévention du diabète de type 2, principalement encore là au niveau de la nutrition et des activités physiques. Et pour le programme AYMP et Sandy Lake, on a eu une augmentation du sentiment d'auto-efficacité chez les écoliers, qui n'était pas présent dans le programme DPP. Si on regarde la seconde chaîne
CME pendant les recherches participatives communautaires, c'est vraiment pour le programme KISDPP. Donc, au niveau des éléments de contexte, on a une valeur accordée par la communauté au partage des responsabilités et du bien-être collectif. Et on a la tradition de prendre soin des autres et de penser aux générations futures, qui est le principe des sept générations, comme j'ai mentionné précédemment. Donc, quel mécanisme qu'on a en présence dans cette chaîne-là? On a un processus de décision partagé entre les acteurs de la communauté, incluant aussi les chercheurs non autochtones, et un sentiment d'être sur un pied d'égalité chez les partenaires autochtones, ce qui a contribué à un engagement des membres de la communauté et à une utilisation des connaissances locales, ce qui a contribué à un sentiment de contrôle par la communauté de la recherche participative communautaire. Et ce qu'on a comme effet, mais on a eu une augmentation des activités de promotion de la santé dans la communauté. Et encore là, on a eu une augmentation des comportements favorables à la prévention du diabète de type 2, encore là, principalement en lien avec la nutrition et les activités physiques. Donc là, ici, on clôt vraiment plus ce qui est la section, la partie sur pendant les recherches participatives communautaires. Si on regarde maintenant les chaînes, on a deux chaînes CME plusieurs années après le début des recherches participatives communautaires. Comme j'ai dit, j'avais seulement des écrits qui, en lien avec le programme KISDPP. Donc, la première chaîne CME qu'on a pour le programme KISDPP, c'est qu'il y a eu au cours des années le développement de structures dans le cadre du partenariat pour faciliter l'implication des partenaires. Et aussi, ce qu'on a émergé, c'est beaucoup de contraintes d'horaire ou administratives des différents partenaires de la communauté. Donc, la présence de ces structures-là qui ont été développées pour faciliter l'implication et les contraintes d'horaire et administratives, mais ce qu'on a vu émerger comme mécanisme, il y a une diminution du processus de décision partagée. Et chez certains acteurs, pas chez l'ensemble des acteurs, il y a une diminution du sentiment d'appropriation au sein de la communauté. Comme je vous dis, ça, c'est certains partenaires qui ont senti qu'il y avait moins, qu'il y avait une diminution du sentiment d'appropriation. Et ce que ça a eu comme effet, c'est une diminution d'implication de certains partenaires de la communauté. Si on regarde maintenant la deuxième chaîne qui est présente pour le programme KISDPP, mais on est vraiment, il y a les besoins d'apprentissage des étudiants dans les disciplines académiques de base qui ont pris davantage, qui sont présents que dans le milieu scolaire. Et il y a aussi un changement personnel dans les établissements scolaires. Donc, ce qui est comme mécanisme qui est aperçu parmi certains membres, certains partenaires, une rivalité entre les activités de promotion de la santé et les besoins d'apprentissage des étudiants. Fait qu'on sentait vraiment qu'on devait accorder plus de temps aux besoins d'apprentissage qu'aux activités de promotion de la santé. Et aussi, chez certaines personnes, il y avait une perception d'un manque de soutien et aussi, par le changement personnel, mais certaines personnes ont senti qu'il y avait une perte de modèle de rôle. Donc, on ne savait plus comment agir puisqu'on avait perdu justement l'expertise, l'expérience de certains membres, certains partenaires de la communauté. Ce qu'on a eu comme effet, c'est qu'il y a eu une diminution des activités de promotion de la santé suite à cela. Donc, ici, là, avec ça, on conclut finalement les 8 chaînes CME. Et comme je vous dis, dans un processus d'évaluation réaliste ou de synthèse, il y a vraiment un processus de raffiner une théorie de programme initial. Donc, maintenant, je vais vous présenter la théorie de programme raffinée sur les recherches participatives communautaires. Donc, ici, ça, c'est la théorie de programme qui est raffinée que nous avons, qui reste à valider, comme je vous disais précédemment. Donc, on a vraiment ici ce qui se passe avant le partenaire de recherche. Donc, vous avez une perte de vie, du mode de vie des connaissances traditionnelles. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'on a un environnement qui est peu favorable et on peut avoir une présence, on a une prévalence élevée du diabète de type 2. Donc, si on a des croyances aussi que le diabète est inné, plus un environnement qui est peu favorable, généralement, il va y avoir un sentiment d'impuissance dans certaines communautés. Dans d'autres communautés, où est-ce qu'on va avoir la présence du principe des 7 générations qui est important, mais il va y avoir un sentiment d'urgence de se mobiliser. Et ça, c'est des éléments qui vont influencer indirectement le développement, qui peuvent influencer indirectement le développement des partenaires de recherche. Donc, si ensuite, on va poursuivre. Donc, les éléments de contexte qui sont préalables, donc les expériences des partenaires autochtones lors de recherche tentative. Ensuite, le niveau de conscientisation sur le diabète de type 2 dans la communauté qui peut être élevé ou faible.
Et ensuite, on a le développement, de relations entre les partenaires autochtones et non autochtones qui peuvent être positives ou négatives. Et tout ça en fonction, si c'est davantage négatif, mais ça peut favoriser le développement de méfiance, tandis que si c'est positif, mais généralement, on va prendre une autre sous-chaîne qui va arriver, juste en bas. C'est ça qui va favoriser, davantage le développement du partenaire de recherche. Donc si on regarde par la suite, mais là, vous avez une sensibilité à l'histoire et à la perspective autochtone de la part des partenaires chercheurs, le respect envers les partenaires autochtones et ensuite ce qui va favoriser un sentiment d'être sur un pied d'égalité et on va avoir, au niveau des mécanismes communs, mais une valorisation, une utilisation des connaissances locales, puis un processus de prise de décision qui va être partagé entre les partenaires autochtones et non autochtones. Par contre, si on va plus en haut, vous avez ici la méfiance qui peut être présente, qui va diminuer ou freiner l'engagement, initialement l'engagement des membres de la communauté. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va l'arrêter complètement, ça va le freiner. Et si justement c'est un sentiment d'être sur un pied d'égalité, mais ça va favoriser l'engagement des membres de la communauté. Ensuite, avec, dans le cours des années, l'engagement des communautés avec un processus de décision partagée, ça va favoriser un sentiment de contrôle par la communauté. Par contre, le développement de certaines structures, de développement de certaines contraintes administratives, ça veut freiner ou diminuer le sentiment de contrôle et aussi diminuer le processus de prise de décision partagée. Et après plusieurs années, le changement de personnel peut, euh, peut entraîner une perception d'un manque de soutien et aussi une perte de modèle de rôle qui va influencer négativement les activités de promotion de la santé. Si on regarde les effets que vous avez justement au bout complètement, bien, généralement, ce que les partenaires de recherche avec les communautés autochtones vont permettre, c'est l'augmentation des activités de promotion de la santé, l'augmentation de l'expertise locale en matière de prévention du diabète et une augmentation des connaissances et des comportements positifs pour la prévention du diabète de type 2. Donc, comme je vous dis, ça, c'est une théorie raffinée, mais qui n'est pas encore validée, fait qu'on va avoir le processus de validation qui va avoir lieu le 28 mars prochain. Donc, si on regarde maintenant au niveau de la discussion, fait que ce qui fait ressortir, ce qu'on il ressort de ces résultats-là, mais c'est la nécessité des recherches participatives pour des changements sociaux durables dans les communautés autochtones. Par contre, on a quand même peu de données solides sur l'efficacité des partenariats et on espère que, et ça, c'est des auteurs en 2021 qui faisaient ressortir ça, et on espère que nos résultats vont permettre de démontrer, contribuer à démontrer un peu plus l'importance et l'efficacité, mais c'est sûr qu'au niveau des effets, des outcomes, euh, selon certains auteurs, ça demeure faible, mais c'est des processus extrêmement complexes à évaluer et ça demeure quand même difficile de démontrer, d'avoir des données solides sur l'efficacité des partenaires de recherche, mais ça demeure qu'ils sont nécessaires et qui vont permettre des changements durables dans les communautés autochtones. Ensuite, aussi, on a moins de données sur les dynamiques de pouvoir défavorables. Et ça, c'est un élément aussi qui ressort et vous voyez, au niveau de la chaîne positive, on a davantage d'éléments, mais au niveau des éléments négatifs qui vont influencer, on a la présence de méfiance, mais c'est peu documenté, c'est peu présent. Et ça demeure à explorer davantage, là, les dynamiques de pouvoir défavorables qui sont pas tout à fait suffisamment détaillées, étayées dans la présente théorie de programme raffinée. Ensuite aussi, l'impact de la COVID-19. Fait que, actuellement, dans les projets de recherche, mais ça a un impact dans les partenaires de recherche actuellement. Et ça va peut-être favoriser l'émergence de partenaires de recherche qui sont vraiment indigenous lead. Et on travaille justement dans un autre projet de recherche à développer des méthodologies, donc une approche réaliste, d'évaluation réaliste, mais qui est indigenous lead. Qui est vraiment où est-ce que on va avoir un partenaire de recherche qui est davantage leadé par des membres des communautés autochtones. Ensuite aussi, ce qui ressort, c'est l'importance et la difficulté de maintenir une implication active des différents acteurs de la communauté. Et une stratégie, c'est de miser davantage sur la mobilisation transgénérationnelle qui semble vraiment porter fruit et c'est sûr qui peut porter fruit pour favoriser le maintien dans le temps des partenaires de recherche avec les communautés autochtones. Et finalement, c'est aussi l'importance de développer et de maintenir des relations positives d'une réciprocité. On sait justement que pour beaucoup d'ontologies autochtones, le savoir est un concept relationnel et c'est quelque chose qui ressort aussi des données de recherche. Donc, c'est vraiment important d'investir
beaucoup d'énergie dans le maintien des relations possibles et d'une réelle réciprocité entre les partenaires. Donc, ça, c'est au niveau des principaux points que je voulais ressortir au niveau de la discussion. Après ça, au niveau des forces et limites de cette recherche-là, mais c'est sûr que l'utilisation d'une approche réaliste nous permet de comprendre certains mécanismes. Et je crois que l'utilisation de cette approche-là, ben, par sa flexibilité, mais c'est une des forces. Aussi, il y a le processus de co-collage, de co-développement des chaînes CME qui a été fait vraiment toujours à deux. Ça a vraiment permis, je crois, qu'on a un portrait réaliste de qu'est-ce qui est dans les écrits. Et aussi le processus de validation avec des partenaires autochtones, autant de la théorie initiale que de la théorie finale qu'on va réaliser sous peu. Ça, c'est une des forces. C'est sûr qu'une des limites, on a peu de partenariats. On a seulement 5 partenariats. C'est peu. On a malgré tout 25 articles. On a beaucoup plus d'articles sur certains partenariats comme le programme KSDPP. D'autres beaucoup moins. Fait que ça, c'est une limite importante. Aussi, on a essayé d'identifier une partie de la littérature grise avec APA PsycInfo, mais on aurait pu aller davantage explorer la littérature grise, ce que non, on n'a pas fait. C'est déjà très long comme processus et on a mais c'est ça, et ça nous aurait peut-être permis d'identifier davantage de mécanismes, particulièrement au niveau, des dynamiques de pouvoir défavorables. Ça aurait pu être intéressant, mais ça, c'est un élément qu'on n'a pas exploré, énormément. Aussi, on a les explications rivales. On a essayé en évaluation réaliste, on essaie toujours de voir, est-ce qu'il y a de multiples explications possibles, pour expliquer un effet, un processus. On a essayé de le faire, mais on est parti des écrits et c'était quand même difficile d'aller voir des explications rivales parce que les écrits vont beaucoup dans un certain sens. Et aussi, on a consulté, oui, des acteurs des communautés, mais on a probablement aussi un biais d'élite. On a consulté des gens qui sont impliqués dans Action Diabète Canada, qui sont, oui, sont des patients partenaires, mais on n'a pas consulté des acteurs de différentes communautés. Donc, on a probablement aussi un biais d'élite dans le processus de validation de notre théorie initiale et ça va être la même chose dans notre processus de validation de notre théorie raffinée. Si on regarde au niveau des retombées potentielles, mais c'est sûr que les résultats peuvent alimenter les réflexions sur les partenariats de recherche communautaires avec les communautés autochtones. Ça peut favoriser aussi le développement de partenariats de recherche communautaires davantage en accord avec les pratiques des communautés. Et on espère aussi que ça va faciliter le développement d'interventions de prévention du diabète de type 2 en milieu scolaire qui vont davantage intégrer les savoirs des communautés autochtones. Fait que sur ce, ben, j'aurais terminé. Puis d'abord, je voudrais d'abord remercier Action Diabète Canada pour le soutien financier, puis le stage intercentre que j'ai pu réaliser, le Cercle de patients autochtones d'Action Diabète Canada, Marie-Claude, Joyce, qui ont été vraiment présents avec moi tout le long de mon stage postdoctoral, même à distance, ils ont toujours été là. Et John, avec qui j'ai fait un stage, c'est ça, au Manitoba, Tania, Sarah, Carrie, qui m'ont donné un coup de main comme assistante de recherche dans ce processus-là. C'est un long processus. Ça a été le codage et le développement des chaînes CME, c'est un processus qui est long, et qui ont été très, très, très aidantes dans tout ce processus-là.